Voici La musique et les hommes, une émission de Michel Bernard. Musique des instruments à clavier, premier volet. À propos de Jean-Sébastien Bach, la tradition et l'expérience vécue. Autour de ce thème, François Pigeot s'entretient avec Pierre Vidal. Pierre Vidal, organiste et compositeur, auteur d'un ouvrage sur Bach et la machine orgue, et à la faveur de quelques-uns de ses enregistrements récents, fait le point de ses méditations quotidiennes, de ses découvertes et de la présence vivante d'une œuvre dont la jeunesse est quelquefois à redécouvrir, au-delà des modes, des engouements et des solutions confortables. Pierre Vidal, il y a 2 ans paraissait un livre que vous avez intitulé Bach et la machine orgue, et puis au même instant, le même éditeur faisait paraître 2 disques Bach que vous avez réalisés au blanc manteau. C'est donc par Bach que l'on vous a connu, et vous avez cherché à surprendre. En tout cas, vous avez surpris, même si vous n'aviez pas cherché à surprendre. Non, je n'ai pas cherché à surprendre. Si j'ai surpris, c'est malgré moi, enfin. J'ai une conception de l'orgue lui-même, de l'instrument lui-même, qui est ça peut-être déroutante pour certains, mais que je crois bonne et vraie, sinon je ne serais pas risqué à la faire connaître. Pourquoi Bach d'abord? Bach, vous savez, je crois que Bach, on ne peut pas dire qu'il résume tout, je m'insurge contre cette idée-là. Je crois que Bach surplombe tout. Vous ne pouvez pas remplacer un Frescobaldi, vous ne pouvez pas remplacer un Couperin. Ce sont des gens qui ont leur autonomie. Bach n'a rien ajouté à ce qu'ils ont fait. Il a fait autre chose, seulement on peut dire quand même que c'est lui qui a écrit une sorte de somme pour l'orgue, insurpassable. Son œuvre d'orgue est colossal, et il utilise, je crois que c'est Bach qui utilise le plus toutes les ressources de l'instrument, et qui, comment dire, qui réclame peut-être le plus d'artifice dans l'exécution. Parce que l'orgue étant un instrument parfaitement inexpressif, débitant des sons tout droit, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Si vous voulez arriver à faire comprendre cette musique, il faut utiliser des artifices. Quand vous voyez par exemple Quels tous sont les les artifices, les artifices, vous savez, c'est vieux comme l'orgue, je crois. On l'a perdu de vue, mais Widor lui-même disait que si on voulait faire quelque chose à l'orgue, il fallait utiliser le temps. Et avec ce mot, il y a un là. Et il ajoutait, seulement nous autres organismes, ce que nous avons perdu là, il faut le regagner ici, car nous devons être à l'heure. Enfin, il avait le sens du temps, Widor. Il savait qu'alors on pouvait être expressif et C'est le rubato. explicité. C'est pas un rubato, c'est difficile à expliquer, c'est pas un rubato. C'est ce que Neuhaus appelle l'organisation du temps. Mais vous retrouvez ça chez tous les musiciens de Couperin. Quand vous regardez les traités d'exécution, en fait, ils vous disent peu de choses. Vous avez l'art de toucher clavecin de Couperin ou l'art du clavier de Carl-Philippe Emmanuel. Vous ne pouvez retenir que deux choses essentielles. Ces gens-là veulent une expression. Ces gens-là veulent qu'on les explicite, qu'on les fasse comprendre. Et ils se débattent avec la notion de mesure. Vous retrouvez la même chose chez Chopin. Il existe un livre extraordinaire d'Egeldinger qui s'appelle Chopin vu par ses élèves. Et alors, presque sans commentaire, Egeldinger cite des remarques qu'ont fait des gens qui étaient autour de Chopin, des élèves, ou pour des élèves, d'autres compositeurs, ou Chopin lui-même. Et Chopin est un homme tout simple qui vous dit dans son charabia franco-polonais, un morceau de musique dure, mettons, 5 minutes, mais dans le détail, il peut en aller autrement. Ce qui veut dire que si vous avez 5 minutes de noir à 60 à la noire, ça fait 300 noirs. Il n'est pas dit du tout qu'on va débiter ces 300 noirs à 60 à la noire, clac-clac comme ça, n'est-ce pas? On peut en faire quelques-unes en dessous 60, d'autres à 72, c'est ce que faisait Schnabel dans Beethoven, c'est ce que fait Furtwängler dans Beethoven, c'est ce que faisait Engelberg, c'est ce qui donne la vie, c'est la pulsion. Alors ça peut agir sur de toutes petites périodes, sur l'incise même peut-être, sur la petite
phrase, comme sur la grande phrase, comme sur la période, comme sur le tout. Et vous retrouvez les mêmes idées chez tous, Frescobaldi aussi. Et on comprend que pour ces gens-là, ce qui est important, c'est l'expression et la clarté du discours, de la construction. Vous ne pouvez faire une construction ferme alors que si vous avez resserré certaines choses pour en élargir d'autres. Cette passion pour Bach, comment la voyez-vous? Et je pense en disant cela, pas seulement aux œuvres d'orgue, je pense aux œuvres vocales, aux cantates, aux passions, je pense aux œuvres de clavecin. Je suppose que vous avez des goûts précis, des interprètes favoris. Oui, mes interprètes favoris sont ceux qui expriment le plus de choses, parce que chez Bach, il y a de tout. Chez Bach, il y a de tout. Vous avez des œuvres comme les variations canoniques, par exemple, qui sont un jeu de l'esprit. Il y a des choses qui sont simplement descriptives. Je sais toute la musique descriptive qu'il y a chez Bach, c'est fabuleux, c'est visuel. Du Cambrai Marcel, des chorales, qui sont symboliques. Il utilise, quand Bach commente un choral, il s'empare d'une idée qui va illustrer par une formule mélodique caractéristique et qui répète le long de ce choral. Et je crois d'ailleurs que presque tout son œuvre a été fait, regardez les cantates, il y a toujours un texte en dessous, que Bach a le souci d'illustrer musicalement. Et c'est assez peu étonnant parce que on réfléchissait à une chose il y a quelque temps. Nous vivons, nous, dans un univers d'images. Les journaux sont illustrés, les gens qui ont la télévision voient tout dans l'image, le cinéma nous a habitués à l'image. Nous sommes dans un univers d'images. À l'école, les gosses font des livres avec des images. À cette époque-là, il n'y en avait pas. À part la peinture, et peu de gens avaient les moyens de s'offrir des tableaux, sans doute. Ils les envoyaient dans les églises. Il y avait l'imagerie religieuse, justement. Et il y avait l'imagerie religieuse. Regardez tout le soin qu'on a pris à représenter la Bible, le Gistro au Moyen-Âge, on n'en parle pas, évidemment, c'est évident. C'est l'enseignement par l'image, n'est-ce pas, pour les gens qui ne savaient pas lire. Et il n'est pas étonnant que Bach ait cherché à retrouver une vision, je crois, une musique visuelle. Luc André Marcel dit Bach dessine. Et je trouve ça extrêmement juste. Comme... Même dans les œuvres décoratives, et qui ne sont que décoratives. Et naturellement. Oui. Mais alors, pour en revenir aux interprètes que vous aimez bien en ce qui concerne Bach, vous m'avez parlé de Mengelberg pour La Passion selon saint Matthieu, ou par exemple de Wanda Landowska jouant la fantaisie chromatique et fugue, que nous aurons l'occasion d'écouter. J'ai singulièrement tourné vers les interprètes du passé, il me semble. Un peu comme si les gens qui se livrent actuellement à des recherches d'ordre musicologique ne vous intéressent pas parce que ces recherches même semblent avoir tué peut-être l'espèce de vie intérieure fantastique que vous avez, vous, découvert chez Bach et que vous avez exprimé dans d'autres livres et dans vos interprétations. Oui,
Vous savez, je salue les musicologues qui sont nécessaires, parce que tout ce qu'on peut avoir, toutes les informations qu'on peut avoir sur ces gens-là nous viennent des musicologues qui collectent les textes. Je me méfie beaucoup de l'interprétation d'un texte. Vous comprenez, c'est extrêmement complexe, ça. Si vous prenez, par exemple, un texte qui est de l'auteur lui-même, quand Chopin termine sa sonate en si bémol mineur, il vous dit « Les deux mains babillent pendant un instant ». Si vous voyez le final de la sonate en si bémol mineur, C'est pas du tout du babillage. c'est un drôle de babillage. Certains ont dit que c'est le vent sur le cimetière, etc. Enfin, c'est une pièce absolument effarante, qui d'ailleurs repoussait Schumann. Il ne pouvait pas entendre ça, il trouvait ça. Alors pour Chopin, c'est un babillage. Vous vous rendez compte? Ça veut dire non. Alors, quand on veut comprendre une musique, vous savez, je crois qu'il n'y a qu'un seul moyen, c'est de se fourrer dans les notes et de les comprendre par l'intérieur. Alors la reconstitution d'instruments anciens, les formations limitées à ce qu'on avait à l'époque, moi je n'y crois pas. Je vous disais l'autre jour, par exemple, Mozart a écrit une œuvre colossale qui est parmi ses plus grandes œuvres pour un orgue de 10 jeux mécaniques. C'est la fantaisie en fa mineur. Un orgue à rouleau. Un orgue à rouleau. Vous comprenez, Bach avait un petit orchestre avec des chanteurs mauvais. Il était obligé de s'en contenter. Il était hors de question qu'il puisse avoir un effectif plus grand. Si on le lui avait offert, je vous le jure qu'il lui refusait. De même qu'il était hors de question qu'il puisse avoir des répétitions nombreuses et minutieuses. D'autant qu'il comme il pouvant avait en à produire une avoir. cantate chaque dimanche, donc les répétitions se limitaient Oh là là. à l'intervalle. Ça fait très vite Entre fait. les deux dimanches, ça devait se faire toute l'année. Alors qu'un homme comme Engelberg, par exemple, qui était un tyran, terrorisait son effectif pendant 3 mois avant de faire un concert. Voilà. Et chaque note était exposée, chaque note était faite exactement comme il le voulait. Il y avait un effectif qui n'avait rien à voir avec celui de Bach. Absolument rien, non. Seulement quand on entend ces 400 ou 500 exécutants, on n'a pas du tout l'impression qu'ils sont 400.
vous disiez que les reconstitutions d'instruments anciens faites par certains musicologues instrumentistes, car ça existe, c'est peut-être la chose qui vous terrifie le plus, d'ailleurs j'ai l'impression. La même personne qui réunit ces deux casquettes différentes, ça doit vous faire très peur. Pas du tout. Mais vous disiez que Pas la reconstitution d'instruments anciens ne vous intéresse pas. Et vous parliez tout à l'heure, vous avez cité vous-même Wanda Landowska, quand elle jouait du clavecin, elle jouait sur un clavecin moderne, un clavecin Pleyel pour ne pas le nommer. Oui. Mais il est vrai que... Oui, je le trouve ignoble, Mais, ce clavecin, n'est-ce pas? Seulement, ce qui m'intéresse, c'est la conception qu'a Landowska du clavecin, la façon dont elle se sert de la durée du chant au clavecin, c'est-à-dire finalement de l'absence de durée, une durée très courte. Très très courte. Elle a le génie du temps au clavecin. Et là où je m'insurge contre les instruments anciens, c'est que rien ne vous prouve, cher monsieur, que les anciens étaient satisfaits du clavecin. Témoin Couperin qui se plaint du clavecin. Témoin Mozart qui dit « Quand serons-nous débarrassés de cette vieille ferraille ?» Vous pensez qu'un Mais Steinway leur aurait plu? je pense que si Bach avait eu un Steinway, il se serait roulé dedans. Littéralement. Peut-être pas un Steinway, mais disons un bel Erard, vous voyez. Un piano, parce que le piano a grossi de plus en plus. Hein, et il a existé une époque où les pianos, c'était entre un Hammer-Clavier, si vous voulez, et le piano moderne. Il y avait eu de très beaux Erard, de très beaux Pleyel, même des pianos étrangers, naturellement, des Blüthner peut-être. Enfin, il y a eu des pianos qui n'avaient pas cette sonorité grasse et épaisse. Pourtant, la première fois où Silbermann, qui était son ami, propose à Jean-Sébastien Bach ces nouveaux pianoforte, Oui. Je crois savoir que Bach n'est pas tout à fait d'accord et lui Mais dit... je comprends bien, mais qu'est-ce que c'était que ces pianofortes? Il n'était pas au coin. C'était des casseroles, pas les premiers pianofortes de Silbermann, c'était des casseroles, absolument. Et que Bach n'ait pas aimé ça, vous comprenez que je suis bien de son avis. Hein. Cela dit, pour en revenir à Landowska, elle jouait il y a 25 ans, Oui. et à ce moment-là, on avait à se mettre sous la main que les clavecins Pleyel, justement. On n'avait pas encore redécouvert le clavecin ancien, C'est vrai. et on ne connaissait pas les copies. Ah si, elle les connaissait. Si. Landowska avait en sa possession à Saint-Leu tout un tas d'instruments anciens, mais qui sans doute ne la satisfaisaient pas, je ne sais pas pourquoi, sans doute à cause du manque de variété peut-être de l'enregistration, à cause peut-être du manque de pédales. C'était commode les pédales du clavecin moderne. C'est commode. Ça, incontestablement, pour l'enregistration, c'est facile. Bon, et si on avait offert ça à Bach, je doute qu'il ait eu un haut-le-corps, comme certains clavecistes modernes qui peuvent prévoir une pédale à un clavecin, comme certains organistes, n'est-ce pas, qui veulent absolument avoir des claviers inversés, c'est-à-dire de ces claviers avec des dièses bien étroits, avec de l'ivoire dessus, sur lesquels on dérape quand on transpire. Chacun est libre d'aimer ces choses-là, pas moi. Et je pense que on peut très bien imaginer un instrument moderne qui ait des caractéristiques sonores satisfaisantes. Et des combinaisons ajustables. Et des combinaisons ajustables. C'est le cas d'Hildesheim que vous entendez, c'est un orgue magnifique. Pierre Vidal, une pause musicale. Wanda Landowska, fantaisie chromatique et fugue.
à la machine orgue, si vous permettez. Oui, bien sûr. Vous avez choisi un instrument, vous avez choisi des instruments modernes jusqu'à maintenant. Les Blancs Manteaux pour vos premiers disques et tout récemment, plus récemment, l'orgue de Hildesheim en basse saxe. Un instrument construit par le facteur Beckrath. Vous n'avez pas fait ce qu'ont fait certains de vos confrères qui sont allés en pèlerinage, si je puis dire, en certains lieux, certains hauts lieux de l'orgue allemand ou nord-allemand pour y interpréter Bach sur des instruments anciens, j'entends. Vous avez choisi, vous, délibérément, des instruments modernes. Oui, parce que je trouve que c'est dans la vie. Je me réjouis qu'un facteur d'orgue, en 1965, je crois que Beckrath l'a fait à cette époque-là, qu'un facteur d'orgue soit capable de faire un instrument moderne et un instrument susceptible de porter la musique de Bach. Vous me disiez l'autre jour, très, très justement, François Pigeot, que quand vous jouiez de l'orgue à Poitiers, vous vous sentiez porté par l'instrument. Et vous vous sentiez porté par l'instrument à Poitiers parce que vous y jouiez de la musique française. Sur un plein jeu à Poitiers, vous auriez joué à un polyphoniste comme Bach, Zéro. vous n'auriez pas été porté, vous auriez coulé. Il faut donc que la sonorité d'un orgue soit un peu comme un fleuve, un liquide qui est susceptible de charrier toutes sortes de matériaux, parce que la musique c'est un matériau, c'est un poids, la musique a un poids. Dans l'idéal, disons, il faudrait métaphoriquement les sons d'un orgue aillent du liquide le plus léger, comme peut-être une huile légère, jusqu'au plus lourd, comme le mercure, capable de porter des pierres, n'est-ce pas? Et ça, c'est une notion qu'ont fort peu de facteurs. Et je ne suis pas certain d'ailleurs que tous les instruments anciens correspondent à ça. Cela dit... Parce que, voyez-vous, les enregistrements sont souvent très trompeurs. Avec les microphones, avec la technique moderne, on peut vous faire entendre des choses qui sont parfaitement fausses. Et d'ailleurs, on en a un exemple là avec Landowska, que nous avons entendu. Ce clavecin sonne comme un grand orgue dans une cathédrale, alors que quand on est dans une pièce pour entendre un clavecin, on entend quelque chose de très confidentiel, confidentiel, pour le moins. pas? Surtout les clavecins Pleyel, justement, qui étaient particulièrement confidentiels. Cela dit, pour en revenir à ce que vous disiez à l'instant, il y a quand même un problème qui se pose, qui est le problème de la musique et de l'écriture musicale, parce qu'en fait, Bach a une telle puissance et une telle charge émotionnelle Oui. dans sa musique Oui. que la musique convient parfaitement sur un instrument moderne dont vous disiez qu'il était plus vivant. Bon, cela dit, imaginez Couperin sur un orgue de Gonzalez, la musique ne résiste plus. Et elle a besoin du support de l'instrument ancien, Ah, mais là, comme Poitiers. je suis tout à fait de votre avis. En ce qui concerne la musique française, oui, parce que cette musique est en grande partie indigente, n'est-ce pas? Et elle ne peut pas supporter un autre timbre. Vous savez, on a joué Bach, on a répondu Bach. Quand vous pensez à tout ce qu'a subi Bach, voilà, on se moque maintenant des organistes anciens. Je ne veux nommer personne, mais parmi des organistes que nous ne pourrions plus entendre pendant 2 minutes, il y en a qui ont fait le tour du monde avec l'œuvre de Bach, qui ont répandu cette musique dans le monde entier. Ce sont des gens qui ont fait un travail gigantesque en faisant connaître cette musique-là sur des bignoux qui n'avaient rien à voir avec Bach. Tellement la musique résistait toujours. Mais la musique parce que tenait c'était le du coup. Bach. Vous n'auriez pas pu faire ça avec du Couperin. C'est pas pensable. Quand Couperin n'a pas sa petite trompette, quand Couperin n'a pas son dessus de cornet, et bien Couperin, il pique le nez. Cela dit, j'adore Couperin dans sa musique de clavecin. Je trouve que les musiciens français pour l'orgue ne se sont guère fatigués l'imagination. Si vous voulez le fond de ma pensée, voilà. Revenons à Bach. Nous allons écouter le prélude et la triple fugue en mi bémol. Une œuvre imposante. Une œuvre symbolique. On a beaucoup parlé du symbolisme trinitaire à propos de ce prélude et de cette fugue, qui encadre d'ailleurs le dogme en musique. Mi bémol, il y a 3 bémols à la clé, il y a une triple fugue, il y a, bon, c'est le symbolisme trinitaire. Ça compte pour vous? Énormément. Je crois que le symbolisme trinitaire, parce que le prélude fugue en mi bémol encadre, comme vous le disiez, le dogme. Le prélude est au début,
et la fugue est à la fin. Et je crois que la fugue, elle, est dans le Nouveau Testament, c'est la Trinité. Et le prélude, lui, pour moi, serait dans l'Ancien Testament, c'est un psaume. J'ai trouvé, j'ai cherché depuis longtemps et j'ai trouvé, je crois, depuis quelque temps, des correspondances très troublantes entre les psaumes et même l'articulation et la construction de certains psaumes et l'articulation et la construction de certaines œuvres de Bach. Et c'est extrêmement troublant, notamment en ce qui concerne la toccata en fa, la toccata d'adagio et fugue, et mi bémol. Dans le psaume 104, je verrai très bien le support d'un prélude comme mi bémol. D'abord, l'âme qui bénit l'Éternel, ô Éternel mon Dieu, tu es merveilleusement grand, tu es revêtu de majesté et de magnificence. Et vous trouvez dans ce prélude, après l'acclamation du début, ces grands surgissements. L'acclamation du début dont vous parlez, elle est en rythme pointé, à la Oui. française. Oui. Croche pointé, double croche. Oui. Alors Bach tombe dans les conventions de son époque, en plein, puisque Oui. c'est le rythme français, c'est le Qu'est-ce que nec ça plus peut ultra faire de la pompe lisse à la cour de Versailles. Qu'est-ce que ça peut faire? Il a trouvé là quelque chose qui convenait à À son propos. son propos. Vous comprenez? Mais jamais un musicien français n'a été foutu d'en tirer ce parti-là. L'œuvre est donc, bien qu'il s'agisse d'un prélude et fugue, c'est une œuvre descriptive comme un choral. Pour moi, Pour oui. vous. Vous l'avez conçu, Absolument. vous l'avez conçu comme cela dans votre Comme- interprétation. Oui, toujours. Et avant d'avoir pensé au psaume. Eh bien, nous écoutons donc le prélude et triple fugue en mi bémol, de Bach bien sûr, tout récemment enregistré par vous à l'orgue de Hildesheim.
Revenons au problème de facture instrumentale. La machine orgue, les facteurs, l'état de la facture. L'état de la facture en France, je le trouve bien angoissant. Dans cette dernière décade, de grandes firmes ont dû cesser leur activité pour les questions économiques. Ceux qui sont artisans se débattent au milieu de difficultés sans nombre. Et je crois qu'il y a aussi un esprit mauvais dans le monde de l'orgue. Parmi les gens, et même des jeunes qui s'intéressent à l'instrument, on voit cet engouement pour le vieux tuyau. Moi j'appelle ça une maladie. On va se pâmer devant un orgue de 7-8 jeux, qui a un clavier, avec un dessus de cornet, rien pour l'accompagner, des instruments. On ne peut rien jouer, mais qui ont le mérite d'être du XVIIe ou du XVIIIe siècle, comme si d'ailleurs on avait fait que des chefs-d'œuvre à cette époque-là. Je ne vois pas pourquoi. On a dû fabriquer aussi des choses mauvaises à cette époque-là. Et chez les jeunes facteurs, on trouve aussi ce goût de la théorie, des idées. Ça me fait penser un peu à Mallarmé et Degas qui se plaignent de ne pas pouvoir trouver d'idées pour finir un poème. Mallarmé qui lui dit, mais cher ami, on ne fait pas un poème avec des idées, on fait un poème avec des mots. Je ne sais pas si Mallarmé avait raison de dire ça pour la poésie, mais on fait un orgue avec des sons. On fait un orgue avec ses oreilles, on fait un orgue avec tout son être. Comme je disais tout à l'heure, il faut que le son de l'orgue soit un fluide capable de porter quelque chose. Donc c'est un homme avec ses oreilles qui doit faire. Naturellement, il doit avoir des principes et des théories, mais pas dans la tête. Et à ce propos, j'ai beaucoup de confiance en un jeune facteur qui est Alain Sall, s'il est installé à Malaucène. Voilà un exemple, tenez, voilà l'exemple d'un homme qui a construit un petit instrument très petit, 15-16 jeux, à Saint-Genès, c'est près de Saint-Étienne. C'est un orgue qui a une qualité remarquable, c'est-à-dire qu'on trouve ce qu'on trouve chez Beckerat. Vous mettez 3 principaux, 8, 4, 2, une mixture, vous avez un orgue. C'est ça l'orgue. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas d'épine dorsale. Autour de ça, vous pouvez construire. Vous pouvez faire, bon, vous discuterez peut-être Camissal, c'est autour de ça. Mais il y a ça. Bon, je connais peu de jeunes qui l'ont vu, il n'y en a pas, pratiquement. Ils sont allés voir un tas de petits bignous sans intérêt, qui sont du passé. Mais c'est une langue morte, ça. Ils ne sont pas dans la ville, la facture d'orgue n'est pas branchée. On n'a pas l'impression que les amateurs d'orgue, que les organophiles, soient branchés sur la musique et soient dans la vie. Voilà. Je trouve ça très inquiétant. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on soit encore empoisonné, si je peux dire, par cette espèce d'esthétique bâtarde dont on subit encore les conséquences et qui s'appelle le néoclassicisme, autrement dit l'orgue à tout jouer? Oh, mais certainement. Là, je suis de votre avis. C'est pas par réaction contre le néoclassicisme qu'on s'est attaché aux choses du passé, authentiques, puisque l'orgue actuel, ça a été pendant 50 ans, et c'est malheureusement encore, dans certains cas, la même chose, ça a été l'orgue néoclassique. Oui, seulement, vous comprenez, il y a quelque chose qui m'embête quand même là-dedans. D'accord, ne croyez pas que j'aime l'orgue néoclassique. Je l'ai aimé quand j'avais 16 ans. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Seulement, quand on a fait un orgue néoclassique comme le Palais de Chaillot, par exemple, il a été fait, et des gens s'en sont servis, des gens comme Marshall, qui ont fait de la musique. Qui ont fait connaître la musique d'orgue. Ils l'ont fait pour la musique. On peut discuter tout ce qu'on voudra de cette esthétique et de cette époque, et certainement c'est discutable. N'empêche que c'était pour la musique. Or, maintenant, on n'a pas du tout l'impression que ce soit pour ça. Mais pour l'intérêt de la chose elle-même, et ça me désole. Et du côté des jeunes interprètes, des jeunes organismes? Alors là, eh bien, vous savez, c'est aussi peu encourageant, parce que, à part ceux qui ont les moyens et le goût de donner dans le concert, le virtuosisme ou l'exhibition, ceux qui travaillent dans l'ombre et qui sont musiciens, on peut être très musicien et ne pas sortir de l'ombre. C'est très difficile pour ces gens-là. D'ailleurs, moi qui vous parle, si j'avais pas rencontré sur mon chemin un éditeur que je pourrais presque qualifier de pirate, c'est Alain Villain, ce n'est pas un pirate, c'est au moins un marginal, qui a eu le culot et qui a pris le risque et le courage de me publier il y a 2 ans un livre et 2 disques alors que j'étais parfaitement inconnu. S'il n'y avait pas eu cet homme-là sur mon chemin, nous ne serions pas là à parler des choses de l'orgue.
Et je souhaite fort que Villain puisse continuer son action de Terre-Neuve des enneigés, si j'ose dire. Parce qu'il y a des quantités de gens de valeur qu'on ne connaît pas, on ne peut pas vous les faire entendre, ils n'ont pas enregistré. Je pense à un homme comme Beraza, Adolphe, qui s'intéresse beaucoup aux Anglais, aux Italiens, aux Espagnols anciens, tout comme Busto ou Debac, n'est-ce pas, avec sa nature, il cherche à sa façon. Je pense à Odile Bayeux, à Paris, qui après cette soumise à la dure école de Valchat, cherche maintenant avec sa nature, avec ses propres moyens. Je pense à un homme comme Robert Camus, qu'on ne connaît presque pas, qui est organiste à Saint-Saint-Paul. Il a un orgue qui est dans un état monstrueux, et c'est un musicien merveilleux, un type qui joue de l'orgue de façon épatante, qui se passionne pour Svelink, pour Chaet, Buxtehude surtout, et Bach aussi naturellement. Et puis évidemment, en France, rien n'est fait pour les musiciens. Il paraît que ça changera maintenant. Avec la création du troisième cycle dans les conservatoires, on va s'occuper des jeunes musiciens. Enfin, ça sera toujours, je crois, dans le genre de l'exhibition, dans le domaine de l'exhibition. Et la grande technique, la technique éblouissante, n'est pas un gage de réussite en France. On est toujours prêt à accueillir à bras ouverts et à faire un pont d'or à tout ce qui vient de l'étranger, et où on tend beaucoup à ignorer ce qu'il y a dans les murs. D'ailleurs, à ce propos, Vous pensez à un pianiste organiste, je vais non? vous faire entendre quelque chose, ne disons pas ce que c'est. C'est une curiosité.
Alors, votre surprise, Pierre Vidal? Eh bien voilà, oui, c'était un concerto de Shostakovich. L'orchestre, c'était Paul Klenz. La trompette, c'était Adolf Scherbaum. Et le pianiste, on avait pu remarquer qu'il n'avait rien à envier aux grands broyeurs d'ivoire qu'on nous balance dans les gencives depuis des années et des années, qui viennent de l'étranger. Il n'y a rien contre les étrangers, il y a des gens qui ont un immense talent. Enfin, vous avez pu remarquer que le pianiste en question a une technique absolument éblouissante, c'est fabuleux. Et je précise que cet enregistrement a été fait il y a 10 ans. Et ce pianiste... C'est Dominique Merlet. Ben voilà. Pour ne pas le citer. Voilà. Je pense qu'il porte la tare d'avoir été baptisé à Bordeaux et de s'appeler Dominique. Remarquez, je ne me présente pas comme un pauvre artiste inconnu. Il est connu, il est professeur au Conservatoire de Paris. Mais enfin, je ne crois pas. Voilà un homme qui a enregistré ça il y a 10 ans. Je crois que son dernier disque date de 7 ans. Et je trouve ça injuste. Je trouve ça monstrueux, et je le dis. Et alors, c'est une curiosité, d'autant plus qu'il est en même temps pianiste et organiste. Et je crois que c'est un cas unique dans le monde musical, d'artiste polyvalent, comme ça. En précisant qu'il est aussi bon organiste qu'il est manqué, bien sûr. Absolument. Il est organiste titulaire de l'orgue des Blancs-Manteaux. Et voilà, je voulais vous faire entendre cette curiosité pour vous faire remarquer combien il est difficile d'atteindre une notoriété en France. Alors, vous pensez que cet homme-là a des moyens absolument écrasants, bon, c'est fabuleux. Alors nous, les beaucoup moins forts, qui sommes dans l'ombre, pour en sortir, encore une fois, c'est extrêmement difficile. Et je reviens sur cette idée qu'il y a des gens qui sont de grands artistes, qui ont des idées, et qui mériteraient d'être connus. Et pas tellement pour la personne. Je pense qu'on peut très bien vivre heureux en tant caché, c'est connu. Seulement pour faire avancer la chose de l'orgue, il faut que beaucoup de gens s'y mettent. L'orgue est un art jeune, je crois. On redécouvre beaucoup de choses. Et il serait nécessaire que beaucoup de talents soient révélés pour que la chose avance. Donc, encore une fois, je pense qu'il faudrait beaucoup de gens comme Villain pour que la chose se fasse. Et je le souhaite beaucoup.